Comme je vous l'avais dit, donc on va voir un peu ce que c'est qu'un groupe primaire. Donc, on a quand même parlé, on a assez parlé de groupes primaires. Donc, on a dit que ce sont des groupes de taille restreinte. Donc, de taille restreinte, c'est-à-dire des groupes qui ne se composent pas de plus de 20 personnes. Donc, puis, autre caractéristique quand on parle de groupes restreints, donc on parle carrément des groupes dont, en fait, dans les groupes dans lesquels la face à face est possible. Donc, c'est des groupes dans lesquels le face-à-face est possible et puis où les gens entretiennent des relations directes et les gens se connaissent. Donc, ça, c'est très important comme définition dans ce qu'on appelle une définition propre du groupe primaire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du groupe primaire si ces conditions ne sont pas réunies. C'est-à-dire le face-à-face, d'accord? La quantité, le nombre de gens et puis la relation qui existe entre ces personnes-là. Donc, c'est ces trois points qu'il faut noter donc, quand on parle de groupe primaire. Donc, euh, les gens dans les groupes primaires, on sait aussi que dans les groupes primaires, les gens développent ce qu'on pourrait appeler une sorte de relation intersubjective. Une relation intersubjective, cela suppose quoi? L'intersubjectivité, c'est les gens se voient comme des égaux. Comme des égaux, les gens, ils ont généralement les mêmes profils, d'accord? Les mêmes profils, je dis généralement, d'accord? Pas toujours. Généralement les mêmes profils, ils viennent de la même classe sociale et les objectifs, au nom des objectifs qui les réunissent, écoute, cela, je dirais pas facilité, mais ça amène ça conduit à une certaine homogénéité au niveau du statut, une certaine homogénéité qui peut être, je dirais pas, à un certain moment numérique, qui peut être euh, temporaire ou quelque chose qu'on ressent, mais qui n'est pas forcément, écoute, vrai dans les faits. Donc, ça, c'est important de le noter. Pourquoi? Donc, parce que la relation du jeu et le jeu et le tu, c'est une relation d'égalité, c'est une relation euh, horizontale, d'accord? Donc, c'est une relation plate, donc, c'est une relation plate, comme diraient les Québécois, donc c'est une relation où on est quand même sur les mêmes plans d'égalité. Donc, dans les groupes primaires, il y a cette forme de relation, contrairement dans les groupes secondaires, on observe plutôt à des relations beaucoup plus hiérarchiques et il y a aussi une volonté de contrôle aussi qui est plus manifeste, de mon point de vue d'ailleurs, dans les groupes secondaires. Pourquoi? C'est parce que de toute façon, il y a plus de personnes, il y a plus de gens. Donc, euh, les relations sont moins intimes, contrairement dans les groupes primaires où tout le monde connaît tout le monde. Donc, tout ce qu'on veut là, c'est vraiment les objectifs du groupe et on est plus, tout le monde connaît tout le monde, donc on est là avec tout le monde, donc on sait ce que font la plupart des membres d'ailleurs. Donc, ça, c'est les membres, qu'est-ce qu'ils font? On le sait. On sait qu'un tel a un enfant, lui, voilà, il est- il est chauffeur de taxi, lui, il est médecin. On sait tout ça, on sait tout ça, et ça aussi, ça apporte, on sait que si on a un certain besoin, et que c'est très intéressant dans ce qu'on appelle le rapport intersubjectif, je te vois juste comme un voisin, euh, comme, je veux dire, comme un camarade. Donc, c'est important. Ça facilite la cohésion sociale d'une certaine manière. Les groupes ont ça aussi comme fonction dans, dans, dans les sociétés. Donc, ça facilite la cohésion sociale. On a des espaces de rencontre. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, en Haïti, ça pose un sérieux problème, comme je l'avais expliqué. Donc, on a, on a très peu de groupes, très peu d'espaces de rencontre pour les jeunes surtout. Donc, du coup, on a
Les seuls lieux de rencontre qu'on a, c'est des lieux de rencontre où on peut soit boire ou fumer. Donc, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est aussi des espaces de socialisation, mais on peut se socialiser d'autres manières. Donc, surtout quand on est jeune, on peut se socialiser dans des espaces où il y a dans des espaces zéro fumée ou zéro alcool, par exemple. Donc, c'est important de le mentionner dans un cours comme ça. Maintenant, on avait dit le groupe secondaire, c'est un groupe de grande taille. Et puis, les membres entretiennent entre eux, en fait, des relations fonctionnelles, de nature fonctionnelle. C'est-à-dire, je te connais parce que je suis le, le directeur, donc je te connais parce que je suis le président du groupe, et je sais que j'ai une relation de président et de membre avec toi. Donc, écoute, quand on n'est plus membre, ou si je suis plus le président du groupe ou je suis plus le porte-parole du groupe, écoute, j'appelle personne, je connais personne. Donc, tandis que dans les groupes primaires, les relations sont plus solides, c'est-à-dire les relations, je dirais, continuent en dehors du groupe. Donc, les relations se poursuivent en dehors du groupe. Donc, du coup, les relations donc, sont plus solides. Les relations sont plus solides, donc c'est très intéressant quand on étudie les groupes primaires pour voir comment ces groupes-là, donc c'est des relations stables et solides. Il y a des liens de solidarité pour les membres. Parce que s'il y a quelqu'un dans le groupe, on sait que pour des raisons, on connaît, en fait, la personne est au chômage, on peut toujours l'aider à subvenir à ses besoins ou à subvenir à ses besoins de sa famille. En tout cas, en fait, il y a toujours ces liens, il y a toujours cette velléité d'aider les autres dans les petits groupes. Donc, ce qu'on retrouve moins dans les grands groupes, donc, parce que tout simplement, on ne connaît pas tout le monde. On ne connaît pas tout le monde dans les grands groupes et puis les relations sont plus fonctionnelles et puis plus hiérarchiques aussi. Donc, parce qu'on est plus facile de s'adresser à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un à qui on peut avoir confiance aussi. Donc, les liens de confiance, c'est pas très fort dans les groupes secondaires. Tandis que dans les groupes primaires, c'est plus structuré, c'est plus fort. Donc, écoute, les gens en dehors du groupe, par exemple, un tel est la marraine du fils ou de la fille d'un tel. Donc, c'est des relations extra-groupes qui sont des relations très fortes, parfois plus fortes que les relations qu'ils ont en tant que membres, euh, qu'ils ont en tant que membres du groupe. C'est aussi un point très important à souligner. Donc, maintenant, il y a une différence à faire quand on parle de groupe. On a des groupes d'appartenance et des groupes de référence. Donc, on va dire que quand on parle de groupe de référence, euh, c'est un groupe social auquel s'identifie un individu et dans lequel il souhaite s'intégrer. C'est-à-dire, quand on parle de groupe de référence, l'individu n'est pas forcément membre de ce groupe-là. C'est-à-dire, l'individu n'appartient pas forcément à ce groupe, mais l'individu rêve d'appartenir à ce groupe. Il souhaite intégrer le groupe et quand il parle, écoute, il nomme ce groupe. L'individu nomme ce groupe parce que tout simplement, il souhaite rejoindre ce groupe-là. Par exemple, on peut être simple employé dans, en fait, dans une factory, par exemple, ou dans un espace de travail X, Y, et puis l'individu lui, là, qui est, on va dire comme ça, au bas de l'échelle, il se voit déjà comme cadre de cette entreprise. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 20, 30 ans, 50 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que sa référence n'est pas les employés, les petits employés ou les petits personnels, d'accord, comme on les appelle en Haïti, banalement d'ailleurs. Donc, ces références, c'est plutôt, écoute, les cadres du groupe. Donc, tu peux être étudiant, par exemple, mais ton groupe de référence, par exemple, et pourquoi pas, donc, tu sais, les professeurs d'université, c'est eux c'est ton groupe de référence, ou ça peut être les intellectuels, en tout cas, les hommes littéraires, ou je sais pas, ou du moins, pourquoi pas, les ministres, ou les cadres supérieurs du gouvernement. Donc, c'est tes groupes de référence. Donc, parce que les groupes de référence, c'est les groupes auxquels on souhaite appartenir.
Tandis que quand on parle de groupe d'appartenance, on parle des groupes d'appartenance, c'est un groupe social auquel l'individu appartient. C'est-à-dire, présentement, je fais partie de tel groupe social. Donc, je peux faire partie, par exemple, je suis ouvrier dans une factory, je suis ouvrier dans une entreprise, mais, d'accord, je suis ouvrier, mais je peux ne pas me reconnaître comme ouvrier. Je me vois déjà comme cadre de l'entreprise. Donc, quand on parle de groupe d'appartenance, par exemple, les étudiants, le groupe d'étudiants, d'accord, quand on parle des étudiants, en fait, j'appartenais, j'appartiens, en fait, on est appartenu à ce groupe-là. Donc, on peut dire, j'appartiens à ce groupe, j'appartiens au groupe des psychologues, j'appartiens au groupe des étudiants, on est appartenu à des groupes, et c'est-à-dire, les groupes-là, on est quand même, de manière formelle ou informelle, membre de ces groupes. Donc, on peut appartenir au groupe des professeurs, j'appartiens au groupe des employés, des soins médicaux, etc. Donc, c'est-à-dire, les groupes d'appartenance, c'est ça, c'est les groupes auxquels on appartient, tandis que les groupes de référence, c'est le groupe auquel on souhaite appartenir un jour. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux. Donc, je crois qu'on avait vu ça aussi, c'est très important. Maintenant, on s'en vient à la synthèse un peu. Le groupe n'est pas l'addition des membres. C'est-à-dire, on ne parle pas de groupe parce qu'il y a un plus un plus un plus un plus un plus un. On parle de groupe parce que, en fait, la relation, parce qu'il existe des relations entre les différents membres, les différents éléments du groupe. C'est ça. Donc, c'est l'interaction qui se développe parmi les membres qui crée l'effet de dynamique de groupe. Ces interactions, comme on dit, c'est ces interactions-là qui qui sont à la base des dynamiques de groupe. Donc, on ne peut pas parler de groupe. Le groupe, c'est parce qu'il y a, par exemple, on est quatre à se rejoindre dans un point par hasard. On ne peut pas parler de groupe. On ne peut pas parler de groupe. On peut parler de groupe à partir du moment où où l'on choisit d'avoir un objectif en commun. Et on développe des relations, d'accord? Enfin, il se développe des relations entre les membres, par exemple. Et ces relations, d'accord, se font dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle le face-à-face. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas parler du groupe sans ce qu'on appelle le here and now, l'ici et le maintenant. Parce que le groupe est phénoménologique. C'est-à-dire, il faut être dans le présent, dans l'actuel, donc pour parler du groupe. C'est-à-dire, la, la, c'est-à-dire, on peut, en fait, un groupe WhatsApp, c'est très problématique de l'identifier comme un groupe, par exemple, primaire, où il y a une dynamique de groupe, parce que tout simplement, il manque un élément majeur, c'est le face-à-face. C'est ce qu'on appelle euh, le face-à-face, l'ici et le maintenant. Donc, qui, dans le monde numérique, peut, ces jours-ci, prendre d'autres formes. Peut-être à l'avenir, on pourrait peut-être en inclure ou réfléchir dessus davantage, mais jusqu'à présent, rien ne remplace le fait d'être en présentiel avec des personnes qui partagent certaines choses, qui partagent des identités avec nous, qui partagent des éléments, en fait, on partage des objectifs en commun. Donc, rien ne remplace tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est difficile quand même de parler de groupe dans le sens plein du terme, dans le sens classique du terme, de groupe, euh, quand on n'est pas en présence ou en coprésence. C'est, c'est quand même problématique. Donc maintenant, je vous demande d'observer un peu cette image-là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais cette image, c'est un exemple de ce qu'on appelle de dynamique des groupes qui, en fait, là, on est quand même dans ce qu'on appelle la sociométrie. La sociométrie, c'est cette technique cette méthode a été inventée par Jacob
Lévy-Moreno. Euh, c'est une méthode d'observation des relations individuelles des membres d'un groupe, d'accord, à partir d'analyses quantitatives. Donc, on essaie de voir qui est attiré par qui et qui ne veut pas être, qui ne ressent pas d'accord, de sentiments pour lambda, par exemple. D'accord? Donc, là, ce que je vous demanderai de faire présentement, donc, je vous demanderai d'observer cette image sur l'écran. D'accord? Il y a A, B, C, D, E, F, G. Donc, on commence par A. A voudrait être avec D et A voudrait être avec G. A. A voudrait être avec, oui, A voudrait être avec, oui, c'est ça. A voudrait être avec G. A voudrait être avec E. A voudrait être avec D. OK? Maintenant, pour B, par exemple, B voudrait être avec G, tandis que G voudrait être avec B. Bon, OK, oui, naturellement, G voudrait être avec B. G voudrait être avec E, mais G, E aussi voudrait être avec G. F voudrait être avec G. Mais ce qui est intéressant, on a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à imaginer. Par exemple, C voudrait être avec E, tandis que E ne voudrait pas être avec C, par exemple. E souhaite être avec D. Donc, et tout le monde veut être avec E. Donc, mm, euh, D, par exemple, l'élément D. Tout le monde veut être avec D et D ne voudrait être avec personne. Moi, ce que je vous demanderai de faire pour moi, c'est vraiment ce serait de réfléchir, de me dire si vous auriez à choisir un leader, qui choisiriez-vous, par exemple? À qui on ne devrait pas confier la direction du groupe, la gestion du groupe? Pourquoi? Qui est la personne la plus appréciée selon vous? Qui est la personne la moins appréciée selon vous? Et qui est la personne qui peut faire des compromis dans le groupe? Donc, et puis, qui est la personne la plus détestée naturellement. Donc, ce que je vous donne vraiment 5 minutes pour, pour m'apporter des réflexions donc, sur le schéma. Donc, merci et à tantôt. Donc, je reviens dans 5 minutes. Allô? Eh, oh. Alors,